seul quasiment toute sa vie ou sans allié, qui a passé donc son enfance à Fresnay-sur-Sarthe, comme vous avez pu vous en rendre compte, dans une pension, avant d'être institutrice, puis femme de pasteur et romancière, et pour finir, femme de ménage. Mais toutes ces vies ont été marquées par l'incompréhension, l'injustice, la diffamation, en un mot, comme le disait Gilles dans son texte magnifique, le drame, quoi. Et le drame vient du fait aussi qu'elle est seule à être elle-même. Alors c'est ce qui fait que c'est une œuvre retentissante aujourd'hui, parce qu'on reconnaît tous sa singularité, mais c'est ce qui peut aussi expliquer qu'elle n'ait pas été reconnue de son vivant. Alors, elle est seule, ça c'est très clair, et elle est seule aussi face à son éditeur, Gallimard. On le ressent là en entendant Gilles. Elle est seule aussi dans ce milieu littéraire parisien qui certes la reconnaît, comme on le disait tout à l'heure, mais dont elle est assez éloignée. Elle s'est même elle-même éloignée géographiquement. Parlez-nous de ça, Claudine et Hélène, de cette solitude littéraire. Queneau avait une phrase à propos d'elle où il a dit c'est une écriture orpheline. Et je trouve qu'elle est très forte, cette phrase. C'est-à-dire qu'au fond, Hélène Bessette écrit à une période où il n'y a rien qui vienne soutenir, étayer cette écriture. Elle écrit quand même dans ce qu'on a appelé la période des 30 Glorieuses. C'est-à-dire, notamment en France, pas qu'en France, mais on essaye d'oublier dans le progrès technique, dans le formica, dans les machines à laver, etc., on essaie d'oublier les horreurs de ce qui se sont passées avant. Dans la musique, dans tout. Mais aussi dans une matérialité, et on est dans le début d'une consommation quand même. Or, Hélène Bessette, elle va venir pointer tout ça. Et c'est vrai que est-ce que cette écriture, finalement, est audible à ce moment-là ? Je m'étais aussi fait la réflexion que la dernière publication, c'est 73, et si je ne me dis pas de bêtises, premier choc pétrolier. Je suis sûre qu'Hélène Bessette aurait pu dire « Le choc pétrolier a arrêté la publication de mes œuvres » chez Gallimard. Bon. Mais elle vient pointer quelque chose, et notamment dans un ouvrage comme La Tour, où il est question d'une jeune femme qui participe à ces concours, ces émissions, un jeu télévisé, un jeu radiophonique où elle va gagner beaucoup d'argent. Et elle va effectivement gagner, donc acheter des choses. Et en fait, c'est une espèce de tragédie totale, puisque elle va découvrir que c'est un puits sans fond et que il y a rien à l'issue de ça. Donc là, Bessette, elle vient toucher très exactement ce dans quoi on est aujourd'hui. Et il est bien possible que cette écriture-là, c'est là où j'entends une écriture orpheline, en fait. Une écriture qui ne va pas du tout dans le sens de l'histoire, telle qu'on a envie de la voir à ce moment-là. En plus, une parole qui est tenue par une femme, et une femme qui n'appartient à aucun mouvement. Moi, c'est ce qui me frappe chez Bessette. Elle parle énormément de la femme, et on l'entendait dans le texte de Gilles, de la femme par rapport à la domination de l'homme, mais elle ne fait pas partie des mouvements féministes. Elle parle de l'arrivée de la gauche au pouvoir, notamment dans un inédit qui s'appelle La Fête des Fils, où elle écrit quand même en août 68, elle écrit un roman sur les événements de 68. Donc elle est extrêmement politique, mais elle n'est pas encartée dans aucun parti. Elle a une écriture, comme l'a magnifiquement dit, rappelé Julien, une écriture totalement novatrice, surprenante, mais elle ne fait pas partie du nouveau roman. Donc en fait, elle n'appartient à aucun mouvement. En plus, une femme qui n'est pas née à Saint-Germain, qui n'a pas le soutien d'une Simone de Beauvoir, par exemple, tous les jours, qui n'est pas introduite dans les milieux de germano-pratins, c'est peut-être très difficile de se faire entendre.
Alors, avant de vous passer la parole, Patrick Brabant, quand même, c'est ce que je disais, elle était quand même soutenue par Marguerite Duras, par Raymond Queneau. Qu'est-ce qui fait, Hélène Sirvin, que finalement, ça ne vient pas? Comment l'expliquer, au-delà de l'explication assez rationnelle que nous donne Claudine, mais comment comprendre ça? C'est très délicat, je ne sais pas, peut-être que Patrick pourrait répondre beaucoup mieux que moi sur cette question. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est dans cette société de consommation dont parle Claudine, finalement, je pense aussi aux écrits d'Edgar Morin sur l'esprit du temps, elle est ailleurs. Et c'est pour ça que ce mot « ailleurs » qu'on entend souvent et qui résonne beaucoup en moi-même aussi, ça pose la question de la reconnaissance aussi des artistes. Et c'est un travail, ça n'a pas beaucoup changé depuis la Renaissance italienne. Il faut des mécènes, il faut être soutenu, il faut entretenir le carnet d'adresses, mais elle écrit d'abord. Et quand on écrit d'abord, on peut être très seul. Donc je ne sais pas comment expliquer cette position, mais il y a quelque chose qui concerne tous ceux qui veulent faire acte artistique et qui souvent n'ont pas... je ne sais pas, les relais nécessaires ou c'est pas le moment. Et parfois, c'est à titre posthume qu'on les découvre, ce qui est très malheureux. Mais voilà. En tout cas, elle est là, elle existe. Il y a une photo extraordinaire qui est au-dessus de nous, qui montre peut-être sa solitude, mais elle est dans un paysage, elle est dans un lieu. Et je crois que Hélène Bessette, elle a traversé les lieux et elle continue peut-être d'habiter le lieu où nous sommes aujourd'hui. Et parlant de cet insuccès, justement, il y a Marguerite Duras qui hasarde une explication en faisant remarquer que l'insuccès d'une œuvre, donc de celle d'Hélène Bessette, vient justement du fait qu'une œuvre n'est jamais seule, elle est toujours accompagnée d'autres œuvres, mais que quand une œuvre est aussi singulière, alors c'est ce qui peut justifier le silence qui l'entoure. Sa non-compréhension. Ouais. Je suis tombée sur une phrase de Peter Hanke qui me fait en fait vraiment penser à Bessette. Hanke dit « Si je me suis mis tant de gens à dos, l'hostilité du monde entier, je ne suis pas certain que ce ne soit pas volontaire. Je me suis isolée, pour ainsi dire, pour être plus en face de la chose, l'écriture. » Ça m'a tellement fait penser à Bessette. Intéressant. Vous êtes d'accord avec cela? Non, c'est vrai qu'elle était très très seule et volontairement, je pense. Elle ne supportait pas la compagnie d'autres personnes parce que, enfin, surtout sur le plan littéraire, je veux dire, pour des discussions en tonalité artistique d'une manière plus générale. À part peut-être mon frère Éric, elle n'arrivait pas à discuter parce qu'elle considérait toujours qu'on ne la comprenait pas, qu'elle était autre part que là où les gens voulaient la mettre. Et c'est vrai qu'il y a cette incompréhension, et je pense que le texte que vient de lire Claudine s'adapte effectivement très très bien à ma mère. Alors, quelle mère elle était? Je préfère ne pas trop en parler. Vous parliez de votre frère. Je crois que votre frère a compté dans sa création artistique, dans la reconnaissance même qu'elle pouvait avoir d'elle-même. Oui, parce que mon frère a choisi de faire également un métier artistique. Et je pense que ça les a beaucoup rapprochés, parce qu'ils étaient très éloignés l'un de l'autre au moment de l'adolescence de mon frère. Il ne supportait plus... je reviens au point de départ. Après le divorce... la fratrie a été divisée. C'est un divorce un peu particulier, on va dire, de ce point de vue-là, du point de vue du jugement. Et mon frère a été confié à ma mère et moi à mon père. Donc moi, ma mère, je ne l'ai quasiment pas connue parce que j'avais 3 ans. Le divorce a été prononcé le jour de mes 3 ans. Donc des souvenirs d'avant 3 ans, je n'en ai quasiment pas, même pas du tout. Et après, je ne l'ai vue que 2 fois par an, à l'occasion de vacances, soit à Noël et à l'été, soit à Pâques et l'été. Et quand je venais la voir, elle était très gentille avec moi, parce qu'elle m'emmenait au cinéma, visiter des expositions, toutes sortes de choses, parce qu'elle était contente de voir son autre fils, je pense, que c'était, du moins quand j'étais tout petit. Et par contre, Éric, lui, est resté avec elle en permanence. Et il a à la fois
profité de sa façon de voir la vie, de sa curiosité à elle, qui voulait connaître plein de choses, à la fois sur le plan littéraire, sur le plan pictural, sur le plan musical, qui l'emmenait, quand elle avait assez d'argent, dans toutes sortes d'endroits où il pouvait se former. Et il a fini par choisir un métier aussi dans le domaine artistique. Bon, il est devenu professeur au conservatoire, il a été professeur de composition électroacoustique, il a même fini directeur du conservatoire de Brunoy. Et bon, un jour, il est tombé gravement malade et depuis, il survit. Ça fait quand même 25 ans qu'il survit, il se débrouille bien. Mais est-ce que vous lisiez les œuvres de votre mère jeune? Oui. Dès qu'un livre sortait... Comment ça a commencé? Dès qu'un livre sortait, elle me l'envoyait. Ouais. Et je vais vous dire, je n'ai évidemment rien compris à ces livres. Vous me rassurez. De manière totalement évidente. Enfin, quand je dis rien compris, c'est pas tout à fait vrai, parce que je connaissais ma mère, je connaissais sa vie, donc je voyais dans les livres uniquement sa vie. Mais je ne voyais pas du tout la littérature. Et c'est grâce à des gens comme Julien... Vous les lisiez en tant que fils. Voilà. Et c'est grâce à des gens comme Julien que j'ai commencé à découvrir autre chose dans les livres de ma mère. Mais ça n'empêche que maintenant, même maintenant, pour moi, Lily pleure, ça reste l'histoire de ma tante. Pour moi, l'élégie pour une jeune fille en noir, ça reste une déclaration d'amour à sa sœur. Ah ben alors justement, je crois que vous nous l'avez amené, en tout cas un extrait de ce livre-là. Racontez-nous pourquoi il vous touche, pourquoi c'est celui que vous avez choisi. Et puis une anecdote aussi, je crois, sur l'erreur qu'a fait l'éditeur dans sa communication autour de l'œuvre. Oui, oh, ça c'est secondaire, l'erreur. Non, ça me touche beaucoup parce que pour moi, quelque part, finalement, c'est symbolique de savoir que le premier livre qui a été édité, c'est l'histoire d'Adrienne, sa sœur, et que le dernier livre qui est sorti, mais qui soit pas, parce qu'elle est résumée, qui sont sortis après, mais ce sont des textes théoriques qu'elle a écrits. Le dernier, c'est pas un roman non plus, c'est le seul poème qu'elle ait vraiment écrit, qui soit un poème de bout en bout. C'est une déclaration d'amour à sa sœur. Alors, c'est sa sœur, c'est écrit. D'ailleurs, le titre... Oui, alors, on parlait de l'éditeur. L'éditeur, actuellement, c'est Benoît Viraud, c'est le Nouvel Attila. Mais là, exceptionnellement, c'est les éditions Nous qui éditent ce poème. C'est Johan Tomrel qui... Mettez bien votre micro devant la bouche. C'est Johan Tomrel qui m'a demandé à moi l'autorisation d'abord, bien sûr, parce que j'allais fréquemment à l'IMEC également. Et Johan Tomrel, travaillant à l'IMEC, avait eu accès aux œuvres d'Hélène Bessette. Et il m'a demandé un jour, comme ça, entre deux portes, est-ce que ça vous embêterait si j'éditais l'élégie pour une jeune fille en noir? J'ai dit non, ça ne me dérange absolument pas. Moi, je trouve ça même très bien. Tout ce qu'on peut éditer, c'est très bien. Mais par contre, c'est pas à moi de vous donner, c'est pas qu'à moi de vous donner l'autorisation, puisqu'on a confié l'édition de l'œuvre complète à Benoît Viraud et au Nouvel Attila. Il faut en demander à Benoît de ce qu'il peut donner comme autorisation. Benoît l'a donné. Le livre est paru cette année, discrètement apparemment. En 2022, oui. Oui, c'était en 2022. Discrètement, apparemment, puisqu'on a assez de mal à le trouver, et avec le copyright à la fois des éditions Nous et du Nouvel Attila. Mais M. Tomrel a lu et a compris à sa façon, sans connaître la vie d'Hélène Bessette, ce poème. Il a bien vu que c'était un poème d'amour adressé à une femme, et il en a donc conclu qu'Hélène Bessette avait eu un amour homosexuel dans sa jeunesse avec une jeune femme qui était morte jeune. Or, l'histoire, c'est pas du tout ça. Alors, parce que la femme en question... Alors, la femme en question, c'est Adrienne. Donc... Peut-être n'est-ce pas tout à fait par hasard que Johan Tomrel a supprimé la deuxième partie du titre, qui était « Lettre à Adrienne ». Je ne sais pas. Adrienne, votre tante, donc la sœur d'Hélène Bessette. Voilà. Parce que
étant jeune, alors tout à l'heure on a raconté des choses sur la jeunesse d'Hélène. Le problème c'est qu'elle ne racontait rien et c'est très très difficile de savoir comment elle a vécu sa jeunesse. Et donc, moi, même dans ses lettres. Même dans ses lettres. Mais des lettres de cette époque, il n'y en a pas. Elle a écrit des petites biographies sur la fin de sa vie, dans lesquelles elle raconte toute sa vie, et entre autres son enfance, mais elle était un petit peu, je ne sais pas comment dire, elle ne disait pas l'exacte vérité, pour la raison bien simple, c'est que si même moi je devais raconter ma vie, probablement je me tromperais. Il y a déjà cet aspect-là, il y aurait des choses que j'aurais pas envie de dire ou que j'aurais envie de travestir, et elle ne s'est pas gênée pour faire tout ça. Donc, bon, il y a ce problème-là. Mais en travaillant sur le sujet, j'ai pu trouver que quand même, à 3 jours, elle était confiée à une nourrice, que sa mère ne l'a reconnue que 15 jours plus tard. C'est son supposé père qui l'a reconnu le jour de sa naissance. Sur l'acte de naissance, il y a un truc absolument extraordinaire. Il y a l'adresse de son père, il y a l'adresse de sa mère, qui sont des rues de Levallois-Perret, effectivement. Et il y a marqué qu'elle est née place du marché. Donc vous pourrez penser qu'elle est née en plein marché. C'est vrai que sa mère a travaillé au marché. Alors peut-être qu'elle est née au marché, je ne sais pas. C'est bizarre. Et tout est comme ça. Et elle est confiée, on voit, alors confiée à des nourrices à droite, à gauche. Alors on pourrait croire qu'elle raconte des histoires pour se faire plaindre. Mais non, j'ai récupéré une partie des affaires de ma grand-mère et j'ai les quittances des nourrices qui envoyaient à ma grand-mère, oui, vous avez bien payé la pension pour Hélène, etc. Et elle devait tellement aimer ses 2 filles, ma grand-mère, que Adrienne était souvent aussi placée en même temps qu'elle. Donc, elle a comme entourage familial uniquement Adrienne. Et ce n'a été toujours qu'Adrienne. Jusqu'à l'âge, alors là, je vais contredire un peu ce que nous a raconté ici joliment Gilles tout à l'heure, mais c'est de la faute à Julien. Tout part de Julien. À 12 ans, un médecin lui dit à ma grand-mère, vous êtes trop souvent malade, il faut éloigner votre fille de vous. Elle devait l'avoir avec elle exceptionnellement, je pense. Et à ce moment-là, le médecin lui dit, le médecin c'est le docteur Grimbert, qui a un frère qui était médecin ici au Mans, et qui habitait à Montreuil-le-Chétif, pour être précis. Et il dit, je vais essayer de demander à mon frère s'il ne peut pas s'en occuper. Et son frère, qui avait une ferme, au bord d'un petit ruisseau dont le nom m'échappe, à Montreuil-le-Chétif, dit oui, j'ai un couple de fermiers, monsieur et madame Claude, qui n'ont pas d'enfants et qui peuvent très bien la prendre en nourrice. Mais comme cette ferme était loin du village et que moins loin de la ferme se trouvait un autre village qui s'appelle joliment Douillet-le-Joli, elle est allée à l'école à Douillet-le-Joli. Elle n'a jamais mis les pieds à Fresnay. Alors, et à la fin de cette année-là, elle a passé son certificat d'études à Douillet, plutôt au Mans, l'examen des bourses au Mans, et elle est partie à Mamers, puis ensuite, effectivement, à Alençon, mais elle n'a jamais été chez sa mère. Quand elle est arrivée à Alençon, elle a été prise en charge par le pasteur Lecoq, mais presque tout le temps. L'été, le pasteur Lecoq l'emmenait avec lui en vacances. Donc elle n'était pas chez sa mère, encore pas. Et elle ne voyait que sa sœur. Alors, deuxième chose que j'avais l'intention de dire justement à cause du livre, c'est qu'elle remarque, comme nous tous l'avons tous remarqué, que les gens que nous voyons pendant un long moment dans notre vie changent. Ils changent physiquement, bien sûr, ils vieillissent, mais ils changent aussi pour toutes sortes de raisons. Ils n'ont plus tout à fait le même type de relation avec nous au bout de 10 ans ou de 15 ans, ou avec leurs amis. Ils changent d'amis, etc. Et elle raconte dans l'une de ses petites biographies dont je vous parlais tout à l'heure que sa sœur qu'elle aimait tant et avec qui elle avait des relations si proches a fait une fugue. Je le sais maintenant de manière certaine parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était plus ou moins témoin de sa fugue. Et cette fugue l'a emmenée à Saint-Nectaire, où elle a connu
un autre coiffeur. Elle était partie faire la saison des coiffeurs à Saint-Nectaire. Elle a connu un autre coiffeur, un juif polonais, qui était coiffeur en France. Et ce juif polonais, ils sont tombés amoureux et ils se sont mariés et ils sont revenus. Et ma mère écrit dans ses petites mémoires, Adrienne a fait une fugue, elle est revenue, mais c'est plus Adrienne, c'est Adrienne numéro 2. C'est plus la même, elle a changé. Et puis elle est amoureuse de ce type, ce juif polonais. Et pour elle, c'est une autre personne. Et donc, elle imagine, elle dit même, elle a dû se jeter dans la Seine. Et voilà l'histoire de l'élégie pour une jeune fille en noir. C'est l'histoire d'Adrienne qu'elle aime, comme sa sœur, qu'elle aime profondément, et qui pour elle n'est plus sa sœur de l'enfance, à partir du jour où elle revient avec son amoureux. Forcément. Et vous l'avez connue, Adrienne, vous? Bien sûr. Oui. Et alors, vous me disiez que Adrienne, à la fin de sa vie, n'était pas au courant que votre maman était décédée. Personne ne lui avait dit. Oui, personne ne lui a dit. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, je vous ai raconté pour Élégie d'une jeune fille en noir, mais les relations entre Adrienne et ma mère se sont arrêtées à une époque des années 70, probablement, quelque chose comme ça. Pourquoi, je ne sais pas. Et je ne sais pas si à la fin de sa vie, ma mère savait que sa sœur était toujours vivante. Je pense que non. Je pense qu'elle la croyait morte. Mais je n'en suis pas sûr. Et donc on peut aussi imaginer, étant donné qu'elle a écrit cette élégie à cette période-là, qu'elle l'a écrite parce qu'elle pensait qu'elle était réellement morte maintenant. Et quand ma mère est morte, avec ma femme, on était allé la voir une première fois avec ma femme. Et on avait connu la grande amie d'Adrienne, Simone. Et Simone nous a avertis du décès d'Adrienne. On est donc retourné à Saint-Victor pour l'enterrement d'Adrienne. On a vu Simone. Et Simone nous avait dit, la première fois, c'était après le décès de ma mère, elle avait dit, et surtout, ne lui dites pas qu'Hélène est décédée. Ça la tuerait. Alors on a éludé la question. On a toujours dit, ah oui, elle n'est pas en bonne santé, elle est un peu folle, etc. Mais on n'a jamais dit, et elle n'a jamais su, ni dans un sens, ni dans l'autre. On parlait tout à l'heure, merci Patrick, on parlait tout à l'heure d'exil. Il y a une partie de la vie d'Hélène Bessette qu'on n'a pas encore beaucoup abordée ensemble, pas du tout d'ailleurs. C'est la partie en Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle y a vécu. Dites-nous deux mots là-dessus, et ensuite j'aimerais vous entendre... Oui, c'est là qu'elle est, à Nouméa, sur la photo. Nouméa, les photos qu'on voit derrière, c'est à Nouméa, oui. Au presbytère de Nouméa. Parlez-nous de cette période, Julien, quelques mots. Ça a été assez déterminant dans sa vie parce que ça correspond à une double rupture. Patrick parlait du divorce, ça se passe en 1949, le divorce. Elle se marie 10 ans plus tôt, en 1939, avec le pasteur donc René Brabant. Et très rapidement, Patrick naît. Ah non, Eric naît. Oh là, je commence à confondre les deux naissances. En 41. Et Patrick, tu nais juste avant le départ en Nouvelle-Calédonie, en 46. Et en fait, Hélène Bessette suit son mari qui a été nommé pasteur à Nouméa dans le but, comme on disait à l'époque, d'évangéliser la Nouvelle-Calédonie. Et ils vont rester 3 ans là-bas et c'est déterminant pour elle parce que ça coïncide donc avec une double rupture. Elle va divorcer de son mari parce que René va tomber amoureux d'une autre femme et aussi parce que les choses sont ainsi faites que l'amour n'est plus. Et elle qui était quand même très croyante avant de partir, c'est là-bas qu'elle se met aussi à ne plus croire. Et cette absence de Dieu, elle va la revendiquer dans beaucoup de ses romans. On va sentir très fort, elle le dit à sa manière, il n'y en a pas, il n'y a pas de Dieu. Et voilà, ce séjour en Nouvelle-Calédonie, donc de 46 à 49, aura été fondamental parce qu'il va en plus
la faire naître en tant qu'écrivain. En fait, cette double rupture est à l'origine presque de son métier d'écrire, parce que là-bas, elle tenait un journal qui s'appelait Évangile Sud, et dans lequel elle signait la plupart des articles, même sous pseudonyme, un journal oui, un journal paroissial, absolument, mais dans lequel déjà elle s'exerçait non seulement à l'écriture d'articles, mais dans lequel elle faisait paraître aussi un roman en feuilleton qui s'appelait Marie des oublis. Et c'est ce roman que va découvrir l'ethnologue Maurice Linhart, qui était en Nouvelle-Calédonie à ce moment-là. Et c'est lui qui parle d'elle. C'est lui qui va parler d'elle à Michel Léris, son copain anthropologue aussi. Michel Léris qui va ensuite en parler à Jean Paulhan, qui en parle à Queneau, et c'est comme ça que Bessette atterrit chez Gallimard en 1952, 3 ans après le retour de Nouvelle-Calédonie. Quelle marque y a-t-il dans l'œuvre d'Hélène Bessette de ce passage en Nouvelle-Calédonie, Hélène Cerdin? Alors, ça reste mystérieux pour moi, mais j'aimerais en savoir plus en continuant d'étudier l'œuvre d'Hélène. Il me semble déjà, j'ai travaillé sur la Grande Balade, et il me semble que la présence des psaumes est encore là, mais peut-être aussi certains chants kanaks, les ténons, qui sont très extraordinaires, mais je n'en sais pas plus. J'aimerais pouvoir... Il y a des similitudes, c'est ça que vous dites entre... Oui, dans le rythme, dans l'utilisation des mots, dans ce qui est célébré, la façon de le dire. Et j'aimerais savoir si elle a eu des relations avec le monde kanak, si elle a rencontré des Kanaks avec qui elle a pu dialoguer. Ça, alors je pense que Patrick va pouvoir vous répondre, parce qu'en préparant la table ronde, vous m'avez parlé de cette fameuse photo, vous savez, que vous avez retrouvée de Louisa. Je crois que ça peut être une réponse parmi d'autres sur, en tout cas, ce lien avec les Kanaks sur place. Alors, le lien avec les Kanaks, il était évidemment relativement étroit. En fait, mon père n'était pas missionnaire, il était pasteur de la paroisse blanche, ce qui est déjà une dénomination qui vous indique bien l'époque. Ah oui, elle s'appelait comme ça? Elle s'appelait comme ça, oui. Et le pasteur de la paroisse blanche avait un collègue kanak qui était pasteur, lui aussi, au même titre que lui. Et ce pasteur avait une femme qui s'appelait Louisa. J'ai découvert que Louisa était la femme du pasteur kanak uniquement il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Parce que, en fait, on m'a toujours parlé dans la famille de Louisa comme étant ma nourrice. Et elle s'est occupée de mon frère et de moi-même. Et quand j'en parle avec mon frère, il me dit c'était papa et Louisa qui s'occupaient de nous. Et vous aviez une photo à la maison Et ma mère est très absente de toute notre vie à Nouméa. Mais elle a été en relation avec des Kanaks parce que elle était peut-être de santé fragile, probablement, et elle se soignait et elle allait se reposer. Alors elle allait à Wailou, par exemple, pour se reposer, mais là-bas, elle y allait seule. Donc, il y avait je ne sais pas comment on dit, des Français, des Blancs qui devaient l'accueillir, mais elle n'avait rien de spécifique à faire et elle se promenait, elle voyait des Kanaks, elle a parlé avec des Kanaks, mais pas énormément quand même. C'était plutôt une vision extérieure. J'ai eu l'occasion de parler avec un Caldoche, puisque maintenant on dit un Caldoche, actuel, qui habite actuellement à Nouméa et qui s'intéresse beaucoup à Hélène Bessette, et qui me disait que dans Grande Balade, les Kanaks qu'il connaissait et qui avaient lu Grande Balade, qui a été réédité, donc qui a été lu récemment, les Kanaks sont souvent frappés par sa description des Kanaks parce qu'elle n'est, à leurs yeux, absolument pas entachée de colonialisme ou d'un quelconque mépris ou de quoi que ce soit de ce genre. C'est vraiment une description qui leur plaît. Donc, il y avait certainement une relation, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Oui, merci Patrick. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si elle a écouté ces chants, par exemple, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très étonnant dans Grande Balade. Alors, il faut savoir aussi que le pasteur Linhart formait des pasteurs kanaks, parce qu'on est dans l'évangélisation. Donc, et ce qui est très intéressant dans les écrits de Linhart, c'est à quel point il est aussi pénétré de la culture kanak.
enfin des cultures kanaks. Donc il y a cette relation qui est très intéressante, qu'il faudrait approfondir. Là, je pense à Édouard Glissant, à la notion de créolisation qui est très, très belle. Donc de voir comment déjà à cette époque-là, où on est quand même dans le monde vraiment colonial et dur, avec le code de l'indigénat, etc., etc., qu'est-ce qui se passe quand une femme aussi libre qu'Hélène va rencontrer une autre culture, bien sûr dans un contexte religieux, mais pas seulement, puisqu'elle commence déjà à aller ailleurs, justement, du côté de l'écriture. Et est-ce qu'on connaît Hélène Bessette en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'on la lit ? Oui, elle est très lue en Nouvelle-Calédonie maintenant. Parce qu'avec la republication de Grandes Ballades, et puis surtout, j'allais oublier, on a quand même une grande bessettienne qui habite Nouméa, qui s'appelle Anne Bihan, qui habite à moitié à Nouméa, à moitié à Saint-Nazaire. Mais qui est poétesse aussi. Qui est une poétesse, écrivaine, oui, enfin qui a toutes sortes de qualités et qui a contribué à faire connaître Hélène Bessette à Nouméa et en Nouvelle-Calédonie d'une manière plus générale. Je vois que l'heure tourne. J'aimerais juste rebondir sur quelque chose que disait tout à l'heure Claudine, qui parlait d'une œuvre politique sur l'œuvre d'Hélène Bessette. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, Patrick ? Est-ce que vous diriez que l'œuvre de votre mère est politique ? Ou quel adjectif vous metteriez-vous sur sa démarche et sur son œuvre ? Alors, politique, oui, mais pas au sens où on l'entend dans les journaux télévisés. Dans quel sens ? Dans le sens où l'expliquait tout à l'heure Claudine, je dirais dans le sens où Hélène Bessette n'appartient pas, comme tu dis. Mais vous alliez plus loin. Hein. Quand on s'est parlé, vous me disiez elle est révolutionnaire. Vous m'avez dit ça. C'est une œuvre révolutionnaire. Oui. J'aimerais savoir ce que vous entendez par là. C'est-à-dire qu'elle ne croit pas ce qu'on lui raconte. Elle veut voir par elle-même. On ne peut pas lui faire à l'envers. Oui, c'est ce que vous dites. Et elle est révolutionnaire dans le sens où elle défend la place de la femme dans la société, mais pas en manifestant, en décrivant cette place et ce qu'on lui fait comme place. Elle est révolutionnaire en décrivant la place de l'écrivain dans la société, mais pas... Enfin, etc. Ah ouais. Elle est révolutionnaire dans le sens... Et quand mai 68 est... Pendant les événements de mai 68, comme on dit, elle était à Strasbourg. Elle allait participer à des assemblées générales. Qu'est-ce qu'elle faisait à Strasbourg à ce moment-là ? Je ne sais pas, elle s'occupait de ses garçons. Oui, d'accord, elle était... Parce que ces garçons étaient petits, ils avaient que 20 et 25 ans, alors elle s'en occupait un peu. Claudine, vous vouliez réagir là-dessus ? Mais je pense qu'il y a une chose aussi que je voudrais dire, parce que on risquerait d'avoir cette vision de Bessette. Bessette ne se plaint pas, jamais. Et s'il y a aussi quelque chose de révolutionnaire dans son écriture, c'est qu'elle parle de la tragédie, elle parle de la souffrance, elle parle de la soumission, elle parle de toute la difficulté d'être au monde et de vivre dans la société qu'elle connaît à ce moment-là, mais sans jamais, c'est très beau cette photo, sans jamais se poser comme victime. Je pense que c'est vraiment important, c'est-à-dire son écriture n'est pas triste et n'est pas plaintive du tout, au contraire. C'est une écriture d'une puissance incroyable. Ça nous met au travail, ça nous donne une envie de vivre. Son écriture donne envie de vivre. Et s'il y a... Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Patrick sur ce côté révolutionnaire. C'est dans tout ce qu'elle fait subir à la langue. Elle fait rendre gorge à la langue pour lui faire dire autre chose que tout ce qui fait consensus, en fait. De manière à ce que la langue se révolte elle-même. On pourrait dire le personnage principal de tous ces romans, c'est même pas elle, c'est l'écriture. Elle dit, j'aimerais quand même que vous écoutiez ça, et par exemple, j'ai eu depuis l'occasion de lire le traité du désespoir de Kierkegaard, et j'ai retrouvé dans ce traité du désespoir les principaux thèmes que j'avais ouverts, n'est-ce pas ? Et traité dans ce livre, n'avez-vous pas froid, qui est beaucoup plus qu'un roman, et qui élève le débat à un degré, n'est-ce pas, qui ne peut atteindre qu'un public restreint, attaché à la vie intérieure, à la vie religieuse. Et quand je dis la vie religieuse, ce n'est pas seulement ou la vie catholique ou la vie protestante, mais la vie religieuse dans son amplitude mondiale, n'est-ce pas ?
telle qu'elle se manifeste dans tous les points du monde. C'est un livre évidemment qui mérite d'être lu, si j'ose dire. Il me fait penser, mon Dieu, je ne veux pas me comparer, mais j'ai lu, j'ai relu, du moins dernièrement parce que j'ai été heureuse de le relire, Les nourritures terrestres de Gide. Et ce livre qui est merveilleux et qui peut servir de méditation, de livre de chevet, malgré tout ce qu'on dit sur Gide, n'est-ce pas? Il s'agit de voir la hauteur de la pensée avant d'en voir certaines turpitudes qui ne peuvent être qu'une conversation de seconde importance, il me semble. Nous faisions partie de ces gens qui lisent la Bible dans leur quiet time et qui font leurs prières avant les repas, n'est-ce pas? Si bien que cette forme rythmée est comme elliptique que nous donnent les traductions des psaumes, parce que les traductions ont toujours une espèce de forme particulière qui n'est pas exactement le texte qui a été écrit. Donc cette espèce de forme elliptique me vient certainement de cette habitude de lire les textes sacrés, que j'ai d'ailleurs abandonné totalement maintenant, sinon lorsque j'ai lu les traductions des prophéties de Jean Grosjean. Elle a quand même une haute estime d'elle-même et elle le dit. Alors, est-ce que c'est pas ça aussi qui a freiné le petit monde germano-pratin de... Non, je crois pas. Moi, justement, heureusement qu'elle avait une haute estime de ce qu'elle écrivait, parce que, comme on le disait, elle était quand même toute seule. Et donc, elle a, oui, l'énergie et la certitude de son talent de... La certitude. Ouais, d'ailleurs, elle disait souvent à ses enfants qu'elle serait connue 30 ou 50 ans après sa mort. Elle était persuadée de ça. Cette acuité, on ne peut pas la lui enlever. Elle l'avait pour tout, mais elle l'avait aussi elle a prophétisé sa reconnaissance posthume, puisqu'elle a lieu maintenant grâce aux publications chez Attila. Et pour revenir justement à cette énergie qui passe là pour un peu de mégalomanie, mais en fait, heureusement qu'elle contrebalançait son désespoir, puisque vous citez Kierkegaard, par ça, parce que c'était le seul moyen, avec beaucoup d'autodérision. En fait, on entend de la mégalomanie, mais moi j'entends beaucoup d'autodérision, et c'est ce qu'on lit d'ailleurs dans tous les romans de Bessette. Elle se met toujours en scène en tant que pauvre romancière exclue de la vie littéraire, certaine de son talent encore une fois, mais elle rit de ça. Oui. Et de l'énergie donc qu'elle a, cette énergie de 1000 soldats toute seule, on la ressent aussi au moment où elle fonde seule ce qu'elle appelle le gang du roman poétique. C'est quand même voilà, c'est une gangster, et ce gang du roman poétique, le GRP, c'est ce qui va déterminer en fait sa littérature. Et pour la résumer, c'est ce qui fait le point commun entre tous ces romans. En fait, Bessette, elle a inventé ce qu'elle appelle le roman poétique. Donc le style de Bessette, c'est du roman, vous allez le voir en la lisant, mais irrigué par la poésie. Si bien qu'à chaque fois qu'on lit du Bessette, et c'est arrivé pour toutes les personnes qui sont présentes sur cette scène, je crois, et vous en ferez l'expérience, on l'a vu grâce aussi au texte de Gide, l'oralité est telle et la poésie est tellement puissante que vous ne pouvez pas vous empêcher de lire à voix haute. Souvent, vous êtes rattrapé par cette poésie. D'ailleurs, elle se lit forcément à voix haute, je pense. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai pris plutôt plaisir à la lire à voix haute qu'à juste la lire. Oui, c'est ça. On est surpris, on se surprend à sortir sa voix pour la lire, pour mieux la comprendre, pour mieux la saisir, pour mieux saisir son humour, pour mieux nuancer cette mégalomanie et vraiment. Donc voilà, c'est en 56 qu'elle fonde ce GRP, et elle a donc ce que vous lisiez, c'était les entretiens avec Jean Paget. Elle considère qu'ils font partie de sa théorie littéraire au même titre que sa revue Le Résumé, où à l'époque il y avait les nouveaux romanciers qui chacun, comme Rob Grillet ou Sarraute, y allaient de leur petit traité de littérature, mais elle l'a exprimé dans un texte théorique très puissant qui ne la fait pas appartenir au nouveau roman, mais qui fait, oui, c'est exactement, ouais, qui vient d'être republié au Nouvel Attila. Au Nouvel Attila, et qui fait naître ce qu'elle appelle un roman nouveau qui s'inspire de la poésie, mais aussi de la publicité, elle le disait avec Jean Paget, et de la musique, de la peinture. Voilà, elle prétend que la littérature a 50 ans de retard sur les autres arts qui, eux, n'hésitent pas à se servir
à s'inspirer de tous ces autres domaines artistiques. Or, la littérature est longtemps restée figée, et elle n'a qu'une seule ambition, elle a une intuition qui devient une idée folle et absolument géniale, c'est celle de révolutionner le roman français. Bon, on aurait encore 10 000 choses à se dire et à dire autour d'Hélène Bessette. On va peut-être laisser la place aux questions, mais peut-être pour conclure notre table ronde, j'aimerais juste reprendre une question que posait en 67 aussi justement Alain Bosquet, le journaliste littéraire au Monde, qui s'est beaucoup intéressé et qui a défendu aussi quelque part la figure littéraire d'Hélène Bessette, qui a écrit sous forme de question, je le cite, « Quand rendra-t-on enfin justice à Hélène Bessette ?» C'est la question qu'il a posée dans les pages du Monde le 8 mars 1967, bien 8 mars, journée des droits de la femme, j'avais pas du tout droits des femmes, j'avais pas du tout fait le lien. Est-ce qu'on rend enfin justice à Hélène Bessette ou est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Claudine. C'est sans fin. Hélène. Bien sûr, bien sûr. Encore, c'est ça? Bien sûr, encore et toujours. Julien, et puis ensuite, vous clôturerez notre table ronde. Grâce à ce genre d'événement que Femmes d'Histoire organise au Mans, oui, c'est évident. Oui, bien sûr. C'est même tellement extraordinaire que j'avoue que certains jours, je crois que je rêve.